Eh bien, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire dédié au courage managérial. C'est vrai que le courage managérial, c'est quand même un sujet qu'on aborde assez peu. On entend souvent parler de bienveillance dans l'entreprise et les questions qu'on va un peu soulever aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est vraiment courageux en entreprise? Comment on peut être courageux lorsqu'on est manager? Comment on peut faire preuve d'audace? Comment on peut arriver à fédérer, à encourager ses équipes? Et c'est un petit peu l'idée, c'est de pouvoir vous partager plein de conseils et même de pouvoir faire, si on a le temps, si je suis pas trop bavarde, d'arriver à faire des petits exercices pour voir un petit peu comment on peut réagir. Alors, qui je suis pour pouvoir vous raconter ça aujourd'hui? Donc, moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs marques commerciales. La première, donc, c'est Madircom, qui est un cabinet de conseil RH et de marque employeur. La seconde, c'est Pim McCareer, qui intervient dans les écoles de commerce et les centres de formation pour adultes comme aujourd'hui, et qui accompagne les étudiants et les diplômés, que ce soit sur du développement personnel ou du développement professionnel. On a également la marque Boost Me Up qui accompagne les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Et on a la marque PG Coaching qui s'occupe davantage du développement perso et pro en individuel. Et là, c'est principalement mon mari qui s'en occupe, parce que oui, je travaille avec mon mari, mais c'est moi la patronne. Alors, courage managérial. Vaste sujet forcément. Le courage managérial, très souvent, on peut l'associer à une qualité que beaucoup de managers aimeraient avoir forcément. C'est quelque chose qui va nous aider à réussir dans ce rôle un petit peu de manager. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un peu cette force d'arriver à prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles. C'est aussi cette capacité à s'opposer à des idées qui sont des fois un petit peu préconçues, arriver à prendre des risques, arriver à faire face à ses erreurs, donc à les reconnaître et arriver à modifier son comportement peut-être par rapport à ça. C'est aussi une qualité qui va nous permettre justement de sortir de notre zone de confort. C'est cette qualité qui va nous aider à surmonter tous les obstacles que l'on va rencontrer forcément quand on est manager et qui va encourager les autres à faire de même. C'est-à-dire que si un manager fait preuve de courage, ben, ça va aussi rassurer et donner envie. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler un petit peu. Et c'est vrai qu'être courageux en tant que manager, ça ne finit pas. On ne demande pas au manager d'être quelqu'un d'imprudent ou quelqu'un de téméraire absolument. On lui demande simplement d'être capable de prendre des décisions. Alors on parle souvent de décisions éclairées, de les prendre en ayant bien réfléchi et donc de ne pas forcément aller trop vite, même si ça implique de prendre des risques ou de faire quelque chose que la personne n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça qu'on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que c'est nécessaire on rencontre tous quand on est manager des situations un peu difficiles ou un peu qui vont nous mettre un peu en porte-à-faux. Et ben c'est là où ce courage managérial va être important, d'arriver à prendre des décisions, arriver à communiquer aussi efficacement pour pouvoir continuer continuer à se faire respecter, continuer à rassurer, continuer à progresser, continuer dans la productivité. Voilà, c'est un petit peu tout ça le côté courage managérial. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose c'est pas nécessairement un sujet évident. Le courage managérial, ce qui va être intéressant, c'est pas juste dans la prise de décision. Il intervient sur plein d'autres éléments. Ça va aussi impliquer cette capacité, comme je disais, d'arriver à s'opposer des fois à des idées qui peuvent venir d'en haut comme d'en bas. C'est aussi cette capacité à faire preuve d'audace, on l'a dit, à fédérer, à encourager les équipes. Parce que c'est ça aussi le courage managérial, c'est aussi être capable d'inspirer les collaborateurs, les personnes avec qui on travaille. Parce qu'on va les aider à être encore meilleurs, à être en confiance et être dans cet objectif qu'on est censé être tous avoir, c'est on est là pour travailler ensemble et pour atteindre des objectifs communs. Moi, je fais souvent travailler les gens sur la raison d'être à la fois individuelle et collective, d'arriver à comprendre les besoins et les motivations de chacun. C'est quelque chose qui va être important pour un manager pour travailler tout le monde ensemble. Et c'est le plus difficile dans une entreprise, c'est de se rappeler qu'il y a quand même un objectif commun qui peut être quand même une grande partie de la partie rentabilité et productivité, mais pas que, heureusement. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on va voir dans ce webinaire. On va essayer d'explorer plein de facettes du courage managérial,
les obstacles, les techniques pour développer un peu cette qualité, les avantages d'avoir ce courage managérial et d'arriver à le développer, comment comment on peut renforcer aussi sa confiance en soi, comment on peut encourager la créativité ou l'innovation quand on travaille en équipe, grâce à justement toujours un petit peu à ce courage. Pourquoi c'est important d'être courageux en tant que manager? Bah, j'ai envie de dire, ça paraît assez évident, comme je l'ai dit, ça permet de prendre des décisions, ça renforce la confiance en soi, ça aide à établir des relations de confiance avec les autres et ça permet de mieux gérer les conflits, de pouvoir mieux les anticiper aussi. Ça, c'est un petit peu vraiment tout l'intérêt du courage managérial. Ça paraît évident, mais c'est effectivement dans la mise en pratique que ça prend souvent un petit peu plus de difficultés. Parce que, et je pense notamment sur la partie sur améliorer la communication, c'est quand même quelque chose qui est souvent reproché quand on est manager par les équipes. Le fait que le manager ne communique pas assez, ne dit pas assez les choses, cache les choses. Et c'est vrai un petit peu peur d'être honnête trop pardon, transparent, que ce soit dans la prise de décision ou même dans la réflexion, ou face à des situations qui sont un peu difficiles. Et donc, il y a aussi cette manière de comment je vais communiquer, qu'est-ce que je communique et comment je le communique à mes équipes pour pouvoir continuer à les embarquer avec moi. Donc, c'est vrai que le courage managérial va avoir du coup différentes facettes qu'on va analyser. On l'a vu, le courage managérial, c'est donc prendre des décisions difficiles, prendre des risques, s'opposer à des idées des fois un peu préconçues, faire face à ses erreurs. C'est un petit peu les 4 points qu'on va voir ensemble. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions en cours de route, je vois le chat, donc n'hésitez à poser des questions, au fil de l'eau. Première partie, donc le courage de prendre des décisions difficiles. C'est vrai que bah, quand on est manager, on prend souvent, si ce n'est pas tout le temps, des décisions difficiles qui vont forcément avoir des conséquences à la fois pour l'entreprise, mais aussi sur le quotidien des collaborateurs avec qui on est. Donc ça va être le fait de devoir peut-être licencier une personne, de devoir réfléchir à la réduction des coûts, se dire bah, tiens, l'entreprise doit s'agrandir, donc comment on va faire, comment on peut envisager l'expansion de l'entreprise, l'adoption de nouvelles technologies, l'investissement dans des nouveaux projets. Quand on est manager, il faut qu'on soit capable de peser à la fois les avantages et les inconvénients de chaque décision qu'on va prendre, même si ça va nous paraître difficile et même si, et surtout, même si, j'ai envie de dire, surtout si la décision que l'on prend est impopulaire. L'idée, c'est toujours de se dire, OK, alors je vais vous prendre un exemple, ce sera encore plus parlant. Imaginez un manager qui doit prendre la décision de licencier un ou plusieurs collaborateurs pour réduire le coût de l'entreprise. Parce que, bah, en ce moment, je sais pas moi, la rentabilité de l'entreprise n'est pas là, donc elle est obligée de réduire les coûts. Et là, dans un premier temps, bah, souvent, c'est sur les collaborateurs. Euh, c'est peut-être nécessaire justement pour assurer, on va dire, la survie de l'entreprise sur du long terme. Donc là, le manager, l'objectif dans ce qu'on va appeler le courage managérial, bah, l'idée, ça va être de prendre une décision difficile, de prendre des risques pour se dire: «Tiens, quel est, le collaborateur ou les collaborateurs, que je dois licencier?» Ça va aussi leur permettre de gérer, bah, cette situation qui va être complexe. Typiquement, c'est bah, si je dois licencier quelqu'un, c'est comment je lui annonce, pourquoi je lui dis que c'est lui qui a été choisi, quels sont les critères, comment je le justifie. Alors forcément, il n'est jamais tout seul pour réaliser ce genre de choses, mais ça reste quelque chose qui va être compliqué. Et ce qui va être important aussi dans cette aventure, c'est de se dire bah, qu'en tant que manager, quand je dois reprendre cette décision de me séparer de certains de mes collaborateurs, c'est d'être bien épaulé forcément par la direction RH, la direction juridique aussi, mais c'est aussi d'arriver à faire comprendre le pourquoi du comment aux équipes qui restent, mais aussi aux personnes qui s'en vont. Donc là, la communication, cette communication transparente, cette communication ouverte où on va se dire les choses. Donc là, il y a aussi pas mal d'actions. On avait déjà abordé ce sujet dans d'autres webinaires sur la communication non violente, sur la manière d'aborder le sujet. Ça va être des choses qui vont être importantes. Par exemple, si je prends un autre exemple, un manager qui doit décider si une entreprise doit investir dans une nouvelle technologie qui va coûter très cher, eh ben, s'il a suffisamment de courage, il va pouvoir prendre la décision de faire tel investissement en vue de tel résultat, en vue d'augmenter la productivité de telle manière de l'entreprise. Donc, il a tout un petit calcul qu'il va réussir à faire.
et même si beaucoup de personnes lui disent que c'est une erreur, que c'est pas bon, si lui, il en est persuadé, bah, il doit aller jusqu'au bout des choses. Bon, il faut aussi écouter, les avis des autres, hein, à un moment donné, mais il y a aussi le côté, je sais ce qui est bon pour l'entreprise, donc j'y vais et même si c'est impopulaire, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Et donc c'est ça aussi le courage managérial, se dire: «OK, face à des décisions qui sont parfois un peu impopulaires, il y a aussi cette capacité à les expliquer». Et ça aussi, ça va être important, cette capacité à expliquer les choses, pour les faire entendre et les faire comprendre de l'ensemble des partenaires qui vont, sur qui va rejaillir forcément cette décision. Le courage aussi de prendre des risques. C'est vrai que les managers doivent quand même souvent prendre des risques, pour l'entreprise, que ce soit en lançant des nouveaux produits, en développant des nouveaux marchés, en investissant dans des technologies innovantes. Les managers doivent être vraiment capables d'évaluer les risques, mais aussi les récompenses potentielles, hein, de prendre tel risque par rapport enfin, en tout cas, de prendre tel choix par rapport à tel autre choix. Donc c'est ce qu'on va vraiment appeler le risque calculé pour l'entreprise. Et ça va être important. Typiquement, si quelqu'un, à un moment donné, un manager va décider de lancer un nouveau produit sur un marché, et ben même si c'est un risque financier important pour l'entreprise, son courage et sa connaissance aussi du métier, du secteur, c'est pas que le courage, c'est un ensemble de choses. Et ben ça va lui permettre de faire des recherches sur des marchés de manière un peu plus approfondie, de pouvoir travailler avec les bonnes équipes, donc de pouvoir recruter potentiellement les équipes compétentes, de s'assurer que le produit, bah, il répond aux besoins des clients, qu'il est vendu au bon prix, au bon moment, à la bonne personne et de la bonne manière qui soit. Donc tout ça, c'est un risque effectivement calculé que la personne doit être capable de faire. Donc c'est vraiment des risques, enfin en tout cas du courage qu'il faut avoir régulièrement, qui peuvent générer du stress. Donc il y a aussi ce côté comment, quand on est manager, arriver à gérer le stress et le questionnement que l'on peut avoir. C'est aussi des sujets qu'on va essayer d'aborder. 3, le courage de s'opposer aux idées préconçues. C'est aussi quelque chose dans le quotidien que les managers peuvent souvent rencontrer. C'est s'opposer un petit peu, on va dire, aux normes aussi qui sont parfois un peu établies, pour justement essayer d'apporter du changement, et si possible un changement positif dans l'entreprise. C'est un peu ce qu'on recherche, et ça peut impliquer de remettre en question les process qui existent, et de se dire: «Bah, voilà, je viens avec telle nouvelle idée, face à des équipes, à une direction peut-être qui est très résistante face au changement. Et donc ça aussi, ça va être des éléments qui va être important d'arriver à faire face, c'est de se dire: «Bah non, je sais que, le nouveau process ou la nouvelle manière d'agir, va fonctionner et donc il va falloir pareil». Toujours il y a toujours ce côté beaucoup de communication, mais bon, pour, arriver à faire changer les gens qui ont peur du changement, c'est souvent un peu compliqué aussi. Donc en fait, bah, si je prends un exemple, un manager qui propose de mettre en place une nouvelle méthode de travail, et ben, alors on peut prendre typiquement l'exemple du télétravail, où il y a eu quand même pas mal de frictions, parce que tout le monde n'aime pas le télétravail et c'est même pas une question d'âge, hein, c'est vraiment juste, une question de personnalité. Et ben, beaucoup d'entreprises ont dû faire face à des, collaborateurs qui étaient réticents à changer un peu leur habitude de travail. Et donc là, l'idée, c'est que bah, quand on est manager, c'est comprendre les motivations de l'ensemble de ses équipes, parce que chaque personne dans son équipe a des motivations totalement différentes, a des objectifs totalement différents, et donc d'être quand même capable de convaincre son équipe des avantages de cette nouvelle méthode de travail et d'arriver à surmonter vraiment toute cette résistance du changement, ou en tout cas de pouvoir mieux l'accompagner, c'est-à-dire comment on va sensibiliser les collaborateurs au télétravail. S'ils n'aiment pas le télétravail, c'est de comprendre pourquoi, comment on peut améliorer leur télétravail. Est-ce que du coup, c'est parce qu'ils n'ont pas l'espace, il y a trop de bruit chez eux, ils n'ont pas assez de réseau, ils n'aiment pas travailler de chez eux. Et donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas plutôt opter pour du flex office, c'est-à-dire d'avoir des endroits où les personnes peuvent aller travailler qui ne sont pas chez eux, mais pas non plus sur site. Voilà, c'est plus on va pousser ce courage managérial, plus ça va être important de comprendre les motivations de ces équipes, plus ça va être important de communiquer avec eux, de les écouter. Donc on a aussi l'écoute active qui va intervenir, qui va être très importante dans cette partie, courage managérial, mais qui pour le coup va être essentielle. Je regarde sur le chat, je ne vois pas de questions, donc tout va bien a priori.
Et on a aussi bah, le côté stimuler la créativité aussi. À un moment donné, on veut, beaucoup en tout cas, veulent encourager l'innovation, la créativité, c'est des mots qu'on retrouve souvent dans les entreprises. Et l'objectif, c'est justement de se dire bah, comment on peut arriver à motiver les équipes à être créatives, à être innovantes, à générer plein de nouvelles idées pour justement derrière prendre d'autres décisions. Et donc là, c'est effectivement, c'est comment je vais communiquer avec eux, comment je vais essayer peut-être d'améliorer des process de production, comment je vais les accompagner à trouver des solutions, comment je vais les accompagner à améliorer tel et tel process ou mode de fonctionnement pour que mes équipes aient véritablement envie de se démarquer de la concurrence. En tout cas, c'est se dire que grâce au travail que va faire l'équipe, l'entreprise va pouvoir se démarquer. Et donc tout ça, c'est de se dire, bah, OK, même si on a toujours fait d'une certaine manière, eh bien moi, en tant que manager, je viens avec des idées, j'écoute mes équipes pour partager aussi la remontée qui vient du terrain, et ensemble, on va construire quelque chose. Et c'est ça aussi le côté créativité et innovation. Et c'est aussi ce qui est important, et ça va faire forcément le lien avec le quatrième point qui est le courage de faire face à ses erreurs. Il ne faut pas oublier que le manager, c'est un humain. Ça peut commettre des erreurs comme tout le monde. Et c'est là où le courage managérial le plus important intervient. C'est celui qui va la capacité, en tout cas, à assumer sa responsabilité, à assumer les erreurs qu'on a réalisées, de s'excuser si nécessaire et de trouver justement des solutions pour corriger les erreurs et éviter qu'elles se reproduisent à l'avenir. Donc ça va vraiment être des choses qui vont être importantes. C'est ce que, quand on écoute les collaborateurs, ce qui remonte souvent du terrain et qui manque au niveau managérial, c'est cette capacité à faire face aux erreurs. Je dirais que c'est peut-être aussi cette capacité à prendre du recul et à prendre le temps de prendre du recul. Parce qu'on est souvent un peu la tête dans le guidon, il faut avancer vite, il faut avancer de projet en projet et on n'a pas forcément le temps de prendre du recul et de se dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut pour éviter que les erreurs se reproduisent. Donc il y a ça aussi qui est important parce qu'on a tous connu des managers qui ont dû prendre des décisions et pour lesquelles il y a eu une conséquence négative pour l'entreprise. Et ben, au lieu de chercher à se justifier ou de rejeter la faute sur les autres, l'objectif, c'est quand même d'avoir un manager qui se dit, OK, je me suis trompé, je le reconnais, je m'excuse, et ensemble, on va essayer de voir comment je peux améliorer ça. Et le nerf de la guerre, et c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est vraiment la communication et la collaboration avec l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus le manager va encourager la communication et la collaboration, plus ça va permettre aux équipes de s'exprimer le plus librement possible et de faciliter justement ce travail d'équipe, le fait d'aimer travailler ensemble pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire c'est pas juste on travaille ensemble pour être de plus en plus productif, mais on travaille aussi ensemble pour améliorer les choses et si on fait face ensemble à une erreur, à un problème, eh ben on reste ensemble pour essayer de J'espère résoudre juste ça. que c'est coupé. Ah, j'ai cru qu'il y avait un micro d'ouvert. Non, j'ai cru. Donc ça, effectivement, sont des éléments qui vont être importants. Et plus on va avoir, comme je disais, un manager qui encourage les gens à parler, à exprimer leurs opinions, à exprimer leurs émotions. C'est aussi quelque chose qui est très peu vu en entreprise, cette capacité à gérer les émotions, à les accepter, à mettre des mots dessus, et à arriver à en parler pour trouver des solutions, alors qu'en fait, ce sont des choses c'est tout à fait naturel. Et ça aussi, ça va demander du courage de la part d'un manager d'arriver à entendre ça, d'arriver à accepter que quand on est manager, on n'est pas surpuissant, on n'est pas censé être un surhomme ou une surfemme, on est juste un humain et il faut se reposer sur son équipe pour justement arriver à progresser. Et plus un manager va être en capacité de faire ça, et plus il va aussi obtenir du respect et de la confiance de la part de ses équipes. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent au quotidien? Est-ce que vous avez déjà rencontré un petit peu ces 4 cas qu'on a vus là? N'hésitez pas, que ce soit avec le micro ou avec le chat. Je regarde des 2 côtés s'il y a besoin. C'est au quotidien ces choses-là, mais pas avec plus ou moins d'importance sur chaque sujet, mais ça nous parle forcément. Ouais.
Est-ce qu'il y a un élément plus qu'un autre qui pour vous est vraiment, essentiel ou qui vous pèse beaucoup peut-être? Moi, j'avais juste une remarque, c'était sur le savoir s'excuser. Depuis que je travaille, je n'ai, je pense, jamais vu des membres de direction qui s'excusent vraiment de choses. Alors que, bon, dans certaines situations, ça aurait pu justifier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait pas. Alors, je ne sais pas si c'est juste dans mon entourage professionnel ou si c'est quelque chose qui peut se retrouver ailleurs. Mais je trouve ça intéressant comme concept, en fait. Et j'ai presque, je doute, en fait, de la pertinence de savoir s'excuser, pour tout vous dire. Et alors en fait, c'est vrai qu'il est peu utilisé en entreprise. J'ai souvent des managers qui ont peur d'aller s'excuser. Ils en ont envie des fois, mais ils n'osent pas aller le faire parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre un petit peu en respect, ils vont que les équipes vont s'imaginer que du coup, ils ont un manager qui est pas compétent. Alors qu'en fait, le fait de s'excuser n'a aucun lien avec la compétence. Et donc ils ont peur de perdre cette légitimité qu'ils ont potentiellement en tant que manager en allant s'excuser. Alors que ça serait plutôt l'inverse. Un manager qui viendrait s'excuser, il ferait plutôt preuve, j'ai envie de dire, un peu de grandeur plus que d'autres choses. Oui, c'est clair, merci. Bah, de rien. Mais c'est vrai Euh, que c'est le fait de s'excuser, c'est aussi, reconnaître sa faille, comme je disais, le fait de reconnaître une erreur et c'est pas quelque chose qui est véhiculé dans le monde de l'entreprise et même dans le monde en général. On veut plutôt voir de la réussite, du succès, de la productivité. Il faut montrer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts et par contre dire: «Bah, non, là, on n'a pas été très bon» et bah, du coup, c'est: «Oh, mais comment je peux montrer que j'ai pas été bon et de rester quand même, le super manager que j'ai été jusqu'à présent?» Et c'est un peu cette dualité qui est difficile à accepter. En lien, très souvent, avec la gestion des émotions, au sein de l'entreprise, qui Mais sont des j'aimerais bien difficiles. agir sur le premier point, c'est Ouais, assumer la responsabilité. Je crois que c'est là que ça commence. S'excuser, c'est effectivement la, la résultante d'assumer la responsabilité et c'est d'être honnête avec soi-même. Très oui, souvent, le cerveau va nous dire à nous-mêmes: ah, mais c'est pas ta responsabilité, en fait, tu pouvais rien. Euh, il y avait des, il y avait des circonstances qui t'ont poussé à réagir comme ça, mais allez, c'est pas grave. Et je pense que le courage, il commence en soi-même, en disant, mais effectivement, tu as fait une erreur, il faut l'assumer. Et c'est à partir du moment où on l'a reconnu que savoir s'excuser va être plus simple. Et très totalement. souvent, on repousse. Mmh. Et en fait, c'est le courage de se mettre face à ses responsabilités maintenant et pas la semaine prochaine ou pas dans 2 semaines. Oui, parce que Et c'est moi, c'est ce que je ressens enfin, régulièrement dans le travail. Il faut se frotter aux situations inconfortables parce qu'elles sortir ne de vont sa pas zone de disparaître toutes confort. seules. Ouais. Effectivement. Mais après, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'arriver à sortir de cette zone de confort. Souvent, on a tendance à se dire: «Mais oui, c'est quelque chose que je fais naturellement, donc je vais continuer de le faire de la même manière». Alors que justement, plus on va faire les choses différemment et plus on va s'améliorer et plus on va progresser aussi. On va aussi apprendre à se connaître, apprendre à mieux connaître ses équipes et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. C'est toujours dans le côté comment on peut arriver à avancer ensemble. C'est vrai que c'est souvent tout ça est très souvent lié. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'était un petit peu les obstacles justement, et vous allez voir qu'on va retrouver des éléments, dus au courage managérial. Donc on va aborder 4 éléments, les pressions externes et internes, la peur de l'échec, la crainte de la confrontation et le fait, comme le disait justement, alors j'ai juste, en prénom, c'est marqué JF, je vais dire Jean-François peut-être. C'est peut-être ça et c'est la peur de se questionner et le fait de ne pas se connaître. Donc c'est vrai que même si le courage managérial est important pour diriger, efficacement son service ou une entreprise, bah, il y a forcément plusieurs obstacles, qui peuvent encourager d'être courageux dans le monde du travail. Donc ça, c'est vraiment les 4 qu'on va un peu, aborder. Donc le premier, ce sont les pressions externes et internes. Donc on le sait tous, les managers sont quand même souvent confrontés à des pressions, qui peuvent les empêcher de prendre des décisions
courageuse, on va dire du coup. Donc dans les pressions externes, on va retrouver les actionnaires, la concurrence, la réglementation gouvernementale, toutes ces petites choses-là. Dans la pression interne, on va voir la hiérarchie, la pression de l'équipe, la peur de perdre son emploi aussi. C'est quand même quelque chose qui est assez courant. En exemple concret, on va prendre l'idée du manager. Il sait que la mise en place, par exemple, d'une nouvelle stratégie, ça peut aider l'entreprise à se développer et du coup à se différencier de la concurrence. Par contre, comme il est un peu sous pression au niveau de la hiérarchie, parce que la hiérarchie veut absolument qu'il atteigne ses objectifs financiers le plus vite possible, forcément, sinon ce ne serait pas drôle, et ça va l'empêcher forcément de prendre des décisions courageuses en pensant à l'avenir de l'entreprise. Donc, il va plutôt il va plutôt travailler sur le quotidien, ce que l'on attend de moi là, tout de suite, maintenant. Il ne va pas être dans de la projection, il ne va pas être dans l'anticipation. Alors que c'est quand même souvent le rôle qu'on demande aussi à des managers. C'est oui de gérer le quotidien, mais c'est aussi d'être en capacité de se projeter avec ses équipes sur des projets. Et donc là, effectivement, entre les pressions externes et internes, c'est souvent très compliqué. Quand on est manager, on a effectivement la pression qui vient de la direction, on a la pression qui revient du terrain, et il faut arriver à trouver un entre-deux qui permet de rassurer tout le monde. Et donc ça, ce sont des éléments qui vont être effectivement très compliqués. Et encore une fois, la communication, j'ai souvent remarqué ça en entreprise, alors souvent dans les TPE, PME, c'est-à-dire qu'un manager qui est en capacité de communiquer concrètement, alors il peut parler de ses angoisses ou de ses inquiétudes, mais en tout cas de ce que la direction demande et des sollicitations qui viennent du terrain, et d'arriver à mettre aussi devant les responsabilités de chacun, c'est-à-dire qu'on va aussi expliquer à l'ensemble de nos collaborateurs ce que l'on vit au quotidien. Et on va aussi leur demander de se dire, voilà, imaginez que vous êtes à ma place, comment vous réagiriez? Et en fait, le fait d'arriver à expliquer les choses et à communiquer, les équipes comprennent ce que vit du coup le manager, la pression qu'il subit, et comprennent aussi que des fois les exigences que eux ils ont sur le terrain peuvent pas être toutes résolues en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Que des fois ça va demander du temps. Et donc d'arriver aussi entre guillemets à inculquer de la compréhension des enjeux business, stratégiques, voire politiques de l'entreprise, et de l'expliquer naturellement aux équipes, ça va faciliter aussi cette prise de décision managériale. La peur de l'échec, on en parlait aussi, c'est forcément des obstacles assez courants au courage managérial. Les managers, ils vont forcément avoir peur des conséquences négatives. Je prends une décision, si ça ne fonctionne pas, si ça échoue, si le projet ne va pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va me dire? Comment on va me rétrograder? Ou je vais perdre mes primes, je vais perdre mon job? Donc forcément, il va envisager le pire, et plus il va avoir peur, plus ça va l'empêcher forcément de prendre des décisions, voire de prendre des risques, ou d'essayer tout simplement des nouvelles choses qui pourraient être bénéfiques pour son service, pour l'entreprise, pour les projets sur lesquels il travaille. Et donc ça a souvent tendance à bloquer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait lancer, je ne sais pas moi, je prends l'exemple du nouveau produit sur un nouveau marché, et s'il a peur que ça ne fonctionne pas, s'il a peur que l'entreprise perde beaucoup d'argent, il va préférer ne rien dire, ne pas communiquer dessus et ne pas lancer de projet. Alors que si ça se trouve, c'était quelque chose dont on avait besoin, mais il avait juste besoin effectivement de se rassurer, de pouvoir communiquer dessus et de tenir au courant tous les tenants, tous les protagonistes autour du projet, c'est-à-dire c'est être accompagné peut-être par le directeur financier, un directeur juridique, la direction générale, ses équipes, des personnes, des satellites externes peut-être de l'entreprise qui peuvent aussi intervenir sur ce type de projet, qui auraient rassuré la personne, qui lui auraient permis d'avoir encore plus de légitimité à proposer ce projet, et donc à se projeter plus facilement. Et c'est vrai, encore une fois, subissant des pressions à la fois externes et internes, la projection est souvent compliquée. Donc la peur de l'échec est quand même très souvent là. Il y a aussi la peur de l'échec entre guillemets à répétition. On prend le manager qui a échoué une première fois, ça lui retombe dessus, il reçoit plein de critiques. La seconde fois où il a envie de lancer un projet, forcément, il va réfléchir un peu plus en se disant oui, mais vu déjà tous les feux que j'ai reçus la dernière fois, je vais peut-être pas avoir envie d'en relancer là tout de suite. Donc il y a aussi ce côté, vu tout ce que j'ai déjà vécu, comment mes prochaines fois je vais le ressentir.
Donc c'est qu'il est déjà en train de se juger lui-même par rapport aux échecs qu'il a eu précédemment. On le voit typiquement dans le monde de l'entrepreneuriat en France. Un entrepreneur qui a échoué une première fois, il a droit à plus rien, hein. Il est très vite boycotté de partout, par la banque et par tout le reste. Là où dans d'autres pays, un entrepreneur qui échoue, s'il a échoué plusieurs fois, c'est potentiellement un entrepreneur qui va réussir à un moment donné, parce qu'à force d'échouer, il va réussir. Donc c'est aussi les questions de mentalité, de comment on vit les échecs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va valoriser ou est-ce que c'est au contraire quelque chose où on est toujours en train d'appuyer dessus pour dire oui, mais tu as échoué. Donc, puisque tu as échoué, c'est que tu n'es pas doué. Alors que c'est, non, j'ai échoué, donc j'ai quand même appris quelque chose et je sais comment je vais pouvoir améliorer la fois suivante. Donc, ça aussi, c'est. Du coup, c'est presque la direction générale aussi, des fois, qu'il faut aller former. Mais c'est comment tout le monde, et on parle souvent dans ces cas-là aussi de culture d'entreprise, c'est quelle est la culture de l'entreprise par rapport à ça, par rapport à la gestion de projet, par rapport aux échecs, comment c'est vécu, comment on encourage les équipes à se dire si j'échoue, quelle est la portée de mon échec et comment je peux faire pour améliorer la prochaine fois. Et ça aussi, ça va avoir une répercussion sur les équipes parce que si un manager n'ose pas porter des projets de peur de l'échec, ces équipes n'auront pas envie non plus de porter des projets de peur d'échouer, sachant qu'ils ont un manager qui, de base, n'aime pas non plus porter des projets de peur d'échouer. Donc, ça va forcément se répercuter sur l'ensemble de ces équipes. Et donc après, quand ça redescend, la direction qui va s'étonner que personne ne porte de projet, qu'il n'y a pas d'innovation, qu'il n'y a pas de créativité, oui, mais on a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, donc on hésite un petit peu à se relancer. Donc ça aussi, c'est le poids de la direction ou le poids des on-dit, le poids des pensées qui peuvent, des impressions qui peuvent circuler dans l'entreprise. Tandis que si les choses étaient dites clairement, s'il y avait toujours ce côté très communication beaucoup plus transparente, ça pourrait en tout cas être plus facile au sein d'une entreprise. On rencontre la même chose, hein, ces peurs se retrouvent aussi dans le cercle familial, hein. Les pressions, les peurs de l'échec, ce sont un peu les mêmes jeux entre guillemets de pouvoir qui se jouent. La crainte de la confrontation, c'est aussi un autre obstacle du courage managérial. Les managers, ils vont peut-être avoir peur de s'opposer. On a vu tout à l'heure aux idées que d'autres pouvaient avoir. Ils vont avoir peur de s'opposer à des décisions. Ils vont avoir peur de s'opposer à la direction. Ils se disent oui, mais les gens n'ont pas envie de tout ce changement. Il va y avoir de la réticence, la résistance à gauche, à droite. Les gens sont réticents à faire telle et telle chose. J'ai pas envie d'aller leur imposer ça. Et en fait, cette crainte en fait peut clairement empêcher de défendre ses idées, de défendre son point de vue, de défendre ses projets, de défendre ses équipes aussi, à l'idée d'apporter peut-être des changements toujours positifs pour l'entreprise. Et ça, ce sont aussi des choses qui, à force d'entendre des noms, à force d'entendre des critiques, à force de champ libre pour faire certaines choses, les gens ont peur d'aller à la confrontation. La confrontation, c'est de la gestion du conflit, donc forcément, on n'est pas préparé à de la gestion de conflit en entreprise, on n'est pas préparé véritablement à ce qu'on appelle de la négociation, mais c'est pas forcément de la négociation de dure et de difficile. À la gestion des émotions, à l'échange, à la préparation dans cette négociation, et on n'est pas préparé à la gestion de la communication, que j'appelle souvent la CNV, la communication non violente. C'est-à-dire, c'est comment je vais arriver à dire les choses aux gens sans qu'ils le prennent mal, en acceptant que eux peut-être vont se vexer ou vont se braquer, et s'ils se vexent, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi, pour arriver à les rassurer. Donc, c'est d'arriver à comprendre aussi tous les mécanismes un peu de communication qui peuvent jouer pour accompagner le manager. Si je prends, imaginons qu'on ait un manager qui soit en désaccord avec une décision prise par sa hiérarchie, parce que pour lui, ça va forcément avoir des conséquences négatives pour l'entreprise. S'il a peur de s'opposer à sa direction et à sa hiérarchie, forcément, ça va jouer sur ses décisions générales qu'il va prendre. Il va moins défendre les idées de son équipe, voire les siennes. Il va moins défendre les projets. Il va rester beaucoup plus discret parce qu'il ne voudra pas qu'on se faire repérer entre guillemets par la direction pour ne pas justement encore recevoir, ne pas encore craindre une confrontation et d'avoir peur entre guillemets des représailles qu'il pourrait avoir. Et donc c'est aussi ce manque de courage managérial qui va être
parfois reproché par les équipes en disant: «On n'a pas l'impression d'être soutenu par notre manager. On n'a pas l'impression qu'il nous comprenne. On lui propose des idées, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'aller les défendre à la direction». Et toujours dans l'idée où le manager, il se dit: «OK, je sais que c'est potentiellement des bonnes idées, mais vu tous les, tous les arguments de non-recevoir que j'ai pu obtenir à un moment donné, j'ai plus envie d'aller au feu». Donc il y a un peu cette perte de confiance et d'envie du manager d'aller à nouveau se battre, d'aller à nouveau argumenter pour essayer de faire passer des choses, pour essayer de faire bouger les choses et faire entendre des fois raison à la direction ou à d'autres services avec qui il peut travailler. Et donc ça aussi, toujours ce côté, si je n'échange pas avec mes équipes et si je leur explique pas pourquoi en ce moment j'ai du mal à aller défendre les projets et les idées, et ben forcément, je vais perdre la confiance de mes équipes. Si je perds la confiance de mes équipes, forcément le lien va se briser, leurs envies vont se briser, ils auront plutôt envie d'aller voir ailleurs que de rester dans l'entreprise. Et on le voit souvent dans les enquêtes, hein, quand vous voyez que les collaborateurs disent souvent: «Mais si mon manager me disait simplement, bonjour, merci, si j'avais un peu de reconnaissance, je resterais plus souvent dans l'entreprise». On se dit juste: «Mais attends, un bonjour et un merci, c'est pas grand-chose, pourtant ça devrait être assez facile». Bonjour de base, on le dit au début, le merci, quelqu'un nous rend un service et en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans une journée, qui se passent dans la tête, qu'à un moment donné, le manager, peut-être que dans sa tête, il a dit des choses, mais il les a pas verbalisées. Il est pris dans son quotidien et donc à un moment donné, il y a des choses qui zappent. Même si on sait que c'est du bon sens et qu'il y a une évidence, le quotidien, des fois, prend le dessus sur ce que peut vivre et ressentir un manager qui va l'empêcher de garder ce bon sens. Moi, j'aime bien utiliser le terme le bon sens, un peu comme le bon sens paysan. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le terme bienveillance, mais plutôt bon sens. Et on sait que ce sont des choses qui sont évidentes, mais pris dans le quotidien, on a tendance des fois un peu à les oublier. Et encore une fois, c'est si on peut être accompagné, alors là, c'est prendre un peu le rôle du RH normalement, qui est un peu d'accompagner les équipes et les managers pour être sûr qu'ils sont toujours au fait et qu'ils sont toujours bien dans leur job et que tout se passe bien. Et bien plus ce sera facile aussi d'accompagner les managers pour que eux, à leur tour, puissent accompagner leurs collaborateurs. Parce que c'est aussi le job du manager de pouvoir accompagner ses collaborateurs. Mais si lui-même n'est pas accompagné, c'est compliqué. Donc c'est souvent un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça peut jouer aussi dessus. Et puis le quatrième élément, comme je disais, le fait de ne pas se connaître, le fait de ne pas accepter sa vulnérabilité, effectivement, ce sont des choses qui sont importantes, le fait d'arriver à identifier ses peurs, se demander pourquoi on est devenu manager si on aime tout et si on aime toujours l'être. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations, on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas devenir manager, parce qu'ils n'en ont pas une image positive. Ils entendent leurs parents à longueur de journée se plaindre de leur manager. Ils se disent: «OK, pour gagner 200 balles de plus, j'ai aucune envie de devenir manager». Et on leur explique pas tout le potentiel et toute la richesse que peut avoir justement ce métier. C'est des éléments qui sont quand même importants. C'est aussi réfléchir sur ses propres valeurs, sur les valeurs managériales, être en capacité d'écouter ses émotions, se dire: «OK, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien avec mes équipes? Est-ce que moi je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens triste?» Sinon, j'ai mis aussi écouter les messages de son corps. Souvent, on entend les gens qui disent: «Ah, j'en ai plein le dos, j'en ai plein de ceci, plein de cela», mais en fait, potentiellement, c'est vrai et le corps a cette capacité à nous envoyer des signaux et on a cette capacité à ne pas les écouter. Alors qu'à un moment donné, quand quelque chose ne va pas, le corps va le mettre en action d'une certaine manière. Dire que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des aigreurs d'estomac, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des problèmes de lombaire, on peut avoir plein de choses. Et en fait, c'est juste arriver à se questionner en disant: «Tiens, c'est marrant, à chaque fois que je dois aller voir mon manager ou à chaque fois que je vais aller parler à ma direction, je sais pas, j'ai des remontées acides». Le corps est en train de vous dire quelque chose. Et donc, c'est arriver à se dire: «OK, qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions que je suis en train de refouler et que je n'arrive pas à verbaliser?» Et ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles, d'arriver à mettre des mots sur les émotions qu'on ressent pour arriver justement à trouver la solution. Et ça, c'est un travail personnel qu'on devrait tous être en capacité de faire. Et pour ça, vous pouvez très bien vous amuser à faire ce qu'on appelle un ikigai. Vous avez des tests gratuits qui sont disponibles sur le web. Vous pouvez justement faire des ikigai pour
vérifier que vous êtes à votre bonne place aujourd'hui, vérifier les valeurs que vous avez. Est-ce que ces valeurs, vous les retrouvez dans l'entreprise? Est-ce que le métier que vous faites vous plaît toujours autant? Est-ce que les équipes avec qui vous êtes, ça vous convient? Est-ce que vous avez leur confiance? Est-ce que vous avez confiance en eux aussi? C'est cette capacité à s'auto-coacher, j'ai envie de dire, et à se poser des questions pour s'assurer qu'on est à la bonne place. Et puis, une fois qu'on a un peu fait son auto-diagnostic, se dire, OK, potentiellement, j'ai peut-être des petites failles à tel et tel endroit. J'ai peut-être besoin d'une formation, j'ai peut-être besoin d'être accompagnée. Ben, je peux peut-être aller toquer à la porte de mon service RH pour obtenir une formation en disant, ben voilà, je sais pas, peut-être qu'en gestion de projet, je suis pas bon, peut-être qu'en communication non violente, je suis pas bon, ou peut-être que j'arrive pas à faire des feedbacks, parce que ça aussi c'est important, arriver à faire des feedbacks à ses équipes, et je me rends compte que je suis pas bon. Et donc là, on va aller chercher des solutions. Et si la solution, elle vient au niveau de la RH pour la partie formation, mais elle peut venir aussi au niveau des équipes. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider d'aller discuter avec ces équipes et leur demander aussi quels seraient, d'après vous, les axes d'amélioration que je devrais avoir. Parce que les feedbacks, idéalement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va donner des feedbacks à ces équipes, mais on attend aussi que nos équipes nous donnent du feedback pour justement pouvoir nous améliorer. Et plus on va travailler en confiance et plus on va arriver à se dire les choses et à faire bouger les choses, plus ce sera facile. Alors, c'est toujours la même chose, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, ça prend forcément du temps. Si tout pouvait être réglé en 10 jours, ça se saurait. Ça peut mettre des mois. Pour certains, des fois, ça met des années. Mais l'idée, c'est, moi, j'aime bien la théorie des petits pas. C'est petit pas par petit pas, on avance, on progresse et on communique sur le fait qu'on avance et qu'on progresse. Comme ça, même si c'est que 2 petits pas qu'on a fait en 6 mois, ces 2 petits pas-là, ils sont quand même importants. Et donc, il faut quand même communiquer dessus pour que tout le monde en ait conscience. Donc ça, vraiment, c'était voilà, les quatre éléments que j'avais envie aussi de vous partager. Est-ce que vous en voyez d'autres avant qu'on aborde la partie suivante? Là, vous allez me dire, bah oui, Amélie, il y en a beaucoup. Non? A priori, c'était complet jusque-là. Je pense que c'est assez complet, hein. Genre, ça suffit déjà comme ça. Il y a beaucoup d'axes de travail déjà, oui. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'axes de travail. Alors les techniques, voyons maintenant du coup les techniques, mais bon, j'ai déjà un peu spoilé sur certains sujets. Les techniques pour développer le courage managérial, je vous le donne en mille. Pareil, on va en développer 4. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais je me suis axée sur 4 principalement. J'ai développé donc les exercices, des exercices pour renforcer la confiance en soi, parce que ça, c'est essentiel. Et j'ai envie de dire qu'on soit manager ou pas manager, hein, même collaborateur, tout le monde devrait faire des exercices pour renforcer sa confiance en soi. Des astuces aussi pour gérer sa peur, la peur de parler, la peur de reconnaître qu'on a fait une erreur, voilà, c'est aussi important. Des méthodes pour affronter donc les obstacles qu'on va rencontrer, parce qu'on a souvent aussi des personnes qui, de peur de rencontrer plein d'obstacles, du coup s'arrêtent totalement et ne font absolument rien. Et puis forcément, le quatrième qui est assez évident, c'est toute la partie sur l'écoute et la CNV, donc la communication non violente. Hop, je regarde l'heure, mais normalement on devrait être bon, parce que je suis très bavarde. Pardon. Le premier élément, donc sur ces 4-là, ce sont les exercices pour renforcer la confiance en soi. Le manque de confiance, c'est clairement un obstacle au courage managérial. C'est un obstacle, j'ai envie de dire, même à la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est essentiel. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille soi-même, malheureusement. On est rarement aidé par les autres pour ce genre de choses. C'est quelque chose qui va être recommandé. Alors, il y a plein de petits exercices qui peuvent être faits. On a notamment la visualisation positive. C'est-à-dire que, imaginons, avant une réunion, vous êtes souvent un peu en stress, de peur de parler devant toute votre équipe ou devant la direction, peu importe. Et ben, vous allez faire de la visualisation positive. Vous allez vous imaginer, vous allez fermer les yeux pendant quelques minutes et juste imaginer que cette réunion va se passer très bien. Vous allez imaginer rentrer dans cette salle, être dans une salle où il fait bon, elle est à bonne température, elle a un bel éclairage, les gens sont tous présents, ils sont déjà assis autour de la table, ils sont souriants, ils vous accueillent avec plaisir, vous leur sortez le plus beau bonjour que vous puissiez. Vous commencez votre présentation, tout se passe bien, les gens vous écoutent, vous posent des questions intelligentes, vous y répondez très bien. À la fin, vous avez un standing ovation, tout le monde veut votre projet, c'est magique, cette réunion se passe très très bien.
Et en fait, c'est vraiment le côté, je vais prouver à mon cerveau, je suis déjà en fait, je trompe un peu mon cerveau quand je fais de la visualisation positive, parce que je suis en train de lui dire que je veux aller dans une direction positive, je veux que ça fonctionne. Et donc, plus j'envoie le signal à mon cerveau que je veux que ça fonctionne, plus lui va se mettre aussi dans une disposition pour que ça fonctionne. Si la visualisation positive, ça marche aussi sur le verbal, c'est-à-dire j'imagine que parmi vous, plein ont déjà fait des entretiens et recruté des personnes. Quand vous avez en face de vous une personne qui dit non, mais alors oui, j'ai un peu participé à ce projet, non, c'est vrai qu'on s'est pas trop mal démerdé. Vous sentez avec son vocabulaire qu'il n'est pas il est pas du style à se valoriser. Et en fait, c'est souvent des entretiens qui vont se terminer par je l'ai pas senti. Vous savez pas pourquoi, sur le papier, dans les faits, vous voyez que cette personne a des compétences, mais je l'ai pas senti. Parce qu'en fait, il y a eu une dissonance dans le cerveau entre la première impression qui était peut-être positive ou négative et puis le déroulé de l'entretien où vous n'avez pas été convaincu. Et le cerveau, il n'aime pas trop cette dissonance à l'intérieur en disant bah non, je veux qu'un seul avis, j'en veux pas deux, j'en veux qu'un seul avis. Et en fait, une personne qui va penser qu'elle est nulle, elle va du coup le verbaliser. Ouais, on n'a pas été trop mauvais. Alors, j'ai pas fini premier. Tu étais peut-être sur le podium, tu étais déjà deuxième ou troisième, c'est quand même plutôt pas mal. Et ben, il va verbaliser qu'il n'était pas très bon. Et lui-même, quand il va travailler, il va peu se mettre en action parce qu'il est tellement persuadé qu'il n'est pas bon qu'il va moins se mettre en action. Et forcément, ça ne va pas donner de résultat. Et ça va confirmer son impression que finalement, il n'est pas si bon que ça. Et ça, vous allez vous le ressentir pendant les entretiens, pendant des échanges avec des collaborateurs, avec des échanges avec des personnes que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir cette impression bizarre quand la personne va parler, parce que justement, votre cerveau est en train de dire, mais c'est marrant, cette personne, elle est quand même pas très positive. Et elle vous envoie, c'est un peu comme si vous aviez un projecteur dans votre tête. En fonction de ce que dit la personne, vous voyez des images, sauf que les images, elles ne sont pas joyeuses, il n'y a pas de soleil, c'est pas génial. Et donc, bah, vous-même, vous n'avez pas envie de travailler avec ce genre de personnes. Et donc, cette visualisation positive, bah, ça marche aussi pour ça. C'est-à-dire que si vous, au contraire, vous faites de la visualisation en disant je vais y arriver, tout va bien se passer, vous le verbalisez, et donc vous allez faire tout pour que ça fonctionne, vous allez vous mettre en action, vous allez arriver dans la pièce ultra motivé, bonjour, comment ça va? Et vous allez démarrer, bah forcément, ça va donner des résultats positifs. Alors, je ne dis pas que positif à 100%, hein, peut-être qu'il y aura des petites questions que vous n'aviez pas préparées, mais vous, comme vous êtes beaucoup plus en confiance, les résultats seront beaucoup plus positifs. Et à la fin de cette réunion, vous allez vous dire ah non, mais finalement, je l'ai bien réussi cette réunion, j'avais pas de raison de stresser. Et en fait, vous allez auto-alimenter votre cerveau et du coup votre confiance en vous parce que vous allez confirmer ce que vous pensiez en vous mettant en action et grâce notamment à la visualisation. Donc, visualisez tous, en ce moment, on peut visualiser un ciel bleu magnifique, de la chaleur. Bien sûr, il fait 23 degrés, nous sommes tous en t-shirt. Il faut y croire. C'est important. Donc ça, c'est la visualisation positive. Vous avez l'auto-évaluation objective. C'est aussi la même chose, c'est un peu en lien avec ça. C'est-à-dire que quand vous allez parler, vous êtes toujours dans des éléments où vous êtes… alors, objectif, c'est vous allez reconnaître vos erreurs, mais vous allez aussi chercher des résultats et vous allez aussi reconnaître tout ce que vous savez faire. Donc, c'est aussi, moi, souvent en coaching, je donne l'exercice des fiertés, c'est-à-dire d'arriver à faire des listes des choses pour toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Et souvent, je leur dis, faites-moi la liste des 100 choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous. Donc souvent, les gens disent, ah, mais lui, 100, c'est quand même beaucoup. Non, non. Alors, je leur dis, quand vous avez passé 45 ans, 100, c'est rien. Hein. C'est même pas 3 fiertés par an, donc ça va. On est censé les trouver quand même. Et l'idée, c'est de dire, voilà, je sais pas, la première fois que j'ai réussi mon gâteau au chocolat, je peux être fière. La première fois que j'ai accepté un projet, je l'avais jamais fait, j'en suis fière. Et en fait, c'est auto-alimenter aussi sa confiance en soi en disant mais en fait je suis totalement capable de le faire. Et c'est aussi lutter sur le syndrome de l'imposteur que hommes et femmes connaissent très souvent en disant mais oui mais si je réussis c'est jamais grâce à moi, c'est toujours grâce au hasard ou grâce à un contact. Non mais c'est parce que Martine de la compta elle m'a aidé, c'est pour ça que j'ai réussi ce projet. Oui mais tu as aussi travaillé pour réussir ce projet. Donc même si Martine t'a aidé, c'est aussi bien de reconnaître que tu as travaillé, que tu as réussi. Et donc, il y a 80% de réussites qui sont grâce à toi. Donc, ça aussi, c'est de l'auto-évaluation objective, c'est d'arriver à reconnaître tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on est capable de faire. L'expression de la gratitude, c'est aussi un peu en lien avec le feedback. Hein. Le fait de reconnaître que quelque chose fonctionne bien, d'aller remercier les gens.
d'aller remercier Martine de la Compta parce qu'elle nous a aidés sur le projet et qu'elle fait partie de la réussite. Elle n'est pas la réussite à elle toute seule, mais elle fait partie de ce qui a permis la réussite. Et c'est un peu le côté, le positif amène le positif, parce que si vous êtes capable d'exprimer de la gratitude pour ce que vous avez, c'est-à-dire je suis déjà content, je suis en bonne santé, j'ai un toit sous la tête, j'ai un travail que j'aime, donc ça aussi c'est important, mais aussi de la gratitude auprès des personnes avec qui vous travaillez, avec les personnes avec qui vous vivez, les personnes que vous côtoyez, c'est aussi entraîner toujours ce côté visualisation positive, parce que comme vous êtes en train de émettre de la gratitude envers les gens ou même envers vous-même, vous motivez votre cerveau à voir le côté aussi positif. Je parle souvent du cerveau parce qu'en fait, on voit souvent, vous savez, dans les faits divers sur les accidents de la route, où on voit souvent la voiture qui s'est pris le platane sur une ligne droite. Et on se dit, mais comment elle a pu se prendre le platane sur une ligne droite? Enfin, il y avait un arbre et c'est là où la voiture a décidé d'aller se cracher. Et en fait, c'est de la visualisation, c'est-à-dire que le cerveau, à un moment donné, a vu cet arbre et est resté figé sur cet arbre. Et c'est très souvent pour ça que quand il y a un accident de la route, on se rend compte que les gens se sont pris le seul platane qu'il y avait sur la route. Visualisation de je vais là où mon esprit veut que j'aille. On se dirige toujours là où le cerveau veut aller. Et donc, en fait, machinalement, si vous regardez des panneaux publicitaires quand vous roulez, vous allez voir que machinalement, vous tournez un tout petit peu le volant pour aller vers ce que vous êtes en train de lire ou en train de voir. Et donc, dans la vie de tous les jours, donc évitez de regarder les platanes, mais sinon dans la vie de tous les jours en tout cas, visualisation positive sur ce que vous réussissez. J'invite souvent les gens à démarrer la journée sur des compliments et à la terminer aussi sur des compliments, et de démarrer la journée sur pourquoi la journée va être une belle journée, et de terminer la journée en disant pourquoi la journée a été une belle journée. Et vous avez aussi, je crois que c'était chez Facebook, vous avez lancé les kudos, c'est-à-dire qu'en fin de réunion, l'ensemble de l'équipe devait à son tour remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il avait fait dans la journée ou dans la semaine. Et donc, c'était je remercie Martine de la Compta, elle m'a aidé sur tel projet. Je remercie Jean-Jacques qui m'a aidé sur tel truc. C'est simplement l'importance de cette gratitude qui permet la cohésion d'équipe, qui permet la confiance en soi, qui permet la communication, qui permet énormément de choses. Il y avait eu un article il y a quelque temps là-dessus où dans certains pays, la gratitude était même rémunérée. C'est-à-dire, plus on émettait de la gratitude auprès de ses équipes, on pouvait recevoir des bonus et des primes de la part de la direction. Alors, du coup, ça avait lancé un débat sur, mais du coup, est-ce qu'elle est vraiment vraie, cette gratitude, ou est-ce que c'est pas juste pour l'argent? Donc, on n'a pas eu la réponse, mais on a lancé le débat. Je pense que la gratitude peut être déjà gratuite. Je pense que c'est déjà un acte quand même beau en soi. On n'a peut-être pas besoin d'être rémunéré pour ce genre de choses. Je vois que Charles a ouvert son micro, peut-être pour dire quelque chose. Non, il l'a rééteint. Désolée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la recherche de feedback constructif. Forcément, ça va avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est la gratitude, c'est le pays des bisounours, tout va bien, on remercie tout le monde. Le feedback constructif, c'est OK, je te dis ce qui va, je te dis ce qui ne va pas, et du coup, comment on peut essayer de l'améliorer? Quels sont tes axes d'amélioration, tes axes de progression? Et c'est aussi accepter de les recevoir. C'est-à-dire qu'en tant que manager, c'est aussi accepter de recevoir des feedbacks constructifs de la part de ses équipes. Donc, c'est quelque chose, pareil, on n'a pas trop l'habitude en France du feedback constructif. On adore critiquer et dire ce qui ne va pas. Mais par contre, le contraire, proposer des axes d'amélioration, c'est un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui peut être travaillé en équipe, toujours. Ça peut être faire l'objet d'une réunion, ça peut faire l'objet de petits points autour du café pendant 15 minutes ou d'une petite visio si on est à distance, d'arriver à travailler. Alors, on peut avoir des petits logiciels, des petits formulaires qui peuvent exister, qui peuvent aider les personnes à faire remonter des choses. Après, c'est toujours aussi l'idée de comment est-ce que les équipes sont suffisamment à l'aise pour faire des feedbacks constructifs? Est-ce que soi-même, en tant que manager, on est à l'aise pour faire un feedback constructif? Est-ce qu'on a besoin d'une formation? Est-ce qu'on a besoin d'une trame? Moi, je vois beaucoup de managers qui ont une trame, simplement pour arriver à faire un feedback constructif, pour être sûr de ne pas sortir des lignes et de se rassurer, parce que voilà, le papier rassure, et donc ça va permettre à la personne
de beaucoup plus facilement dire les choses et de mieux aussi formuler ses émotions. Parce que quand on fait un feedback constructif, on parle forcément de quelque chose qui s'est peut-être pas bien passé et on va chercher une solution. Et donc là, c'est cette capacité à gérer ses émotions, à recevoir l'émotion de l'autre qui peut-être n'apprécie pas qu'on est en train de lui faire une critique, et de se dire, OK, comment je l'accompagne là-dessus pour arriver à trouver une solution ensemble, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. Souvent, les personnes qui ont du mal avec les feedbacks, ce sont des personnes qui n'aiment pas le conflit. Donc, souvent, ils sont assez mauvais dans la gestion du conflit. Et donc, de peur de devoir gérer un conflit, ils sont pas trop du style à faire des feedbacks. Donc voilà, ça se travaille, ça se prépare. C'est des petites choses qui peuvent se faire assez facilement. On a en 2 les astuces pour gérer la peur. Donc, on a tous eu peur une fois dans notre vie, c'est obligé. On a plusieurs astuces. Pour ça, on a notamment la respiration profonde. La respiration profonde, c'est simplement le fait de faire une pause, on ferme les yeux et puis on va faire un peu ce qu'on va appeler la respiration abdominale où à un moment donné, on va prendre son temps pour vraiment respirer. Et en fait, juste ça, ça permet aussi au cerveau de se réoxygéner correctement et d'apaiser un petit peu la peur. Dans le style aussi pour apaiser une peur, alors on a la méditation. Vous avez beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle de la méditation de pleine conscience. J'ai mon mari d'ailleurs qui fait ça, souvent le matin et le soir, qui démarre sa journée avec ce côté méditation. Donc ça peut aussi permettre de prendre un temps, hem on ne s'endort pas forcément, même si je l'entends souvent ronfler pendant sa méditation, mais c'est un petit sommeil très court et ça alors il y a des gens qui font des méditations sur 5 minutes, 15 minutes, d'autres sur beaucoup plus, mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça peut largement suffire. Donc là, vous avez plein de vidéos sur YouTube autour de la méditation de pleine conscience, qui va vraiment vous aider à aller mieux. Il y a la gestion des émotions, donc c'est tout ce côté où j'accepte mes émotions. Je peux être heureuse, je peux être triste, je peux être en colère, je peux avoir peur. C'est les reconnaître et se dire: «OK, maintenant c'est pourquoi j'ai cette émotion? Qu'est-ce qui fait que je me suis mise en colère contre Martine de la compta?» Décidément Martine, elle en prend pour son grade aujourd'hui. Pourquoi dès que je vois Martine, je m'énerve? Pourquoi j'ai pas envie d'aller partager un café avec Martine? Qu'est-ce que m'a fait Martine? Mais si ça se trouve, Martine m'a rien fait. Non, Martine ressemble juste à mon ex et donc du coup, ça m'énerve. OK, mais l'idée, c'est d'arriver à comprendre. Donc d'arriver et donc c'est aussi ce courage, c'est de dire: «OK, je vais me poser des questions pour arriver à comprendre pourquoi je ressens telle émotion quand je suis avec telle personne ou quand je suis avec tel groupe ou quand je suis dans telle situation. Qu'est-ce que ça évoque en moi?» Donc ça demande du temps, forcément, et ça demande une vraie introspection et un vrai courage personnel d'arriver à aller chercher le pourquoi du comment à l'intérieur de soi. Une fois qu'on a compris que, OK, Martine, je l'aime pas parce que Martine, le midi, elle nous réchauffe toujours son plat surgelé qui pue et donc ça empeste dans l'open space, on n'en peut plus et c'est pour ça que Martine nous énerve. OK, donc on a peut-être juste une discussion à avoir avec Martine ou trouver une solution pour qu'elle puisse réchauffer son plat sans que ça, pollue, toute l'open space. Des fois, ce sont des petites choses anodines qui prennent une proportion incroyable au sein d'une entreprise et en fait, dès lors qu'on arrive à s comprendre quel est le point de départ? Et bah, du coup, on va arriver un petit peu à dédramatiser la situation et on va arriver à mettre des mots dessus. Et donc, très souvent, on utilise dans ces cas-là la communication non violente où on va simplement émettre un fait, on va pas mettre de jugement et on va simplement demander à l'autre, on va lui expliquer, nous, l'émotion qu'on ressent dans ces cas-là et on va demander à l'autre de trouver une solution ensemble. Et en fait, le fait d'arriver à émettre ce genre de phrase, du coup, on évite les jugements. Parce que forcément, là où ça explose dans la communication et dans la gestion de conflit, c'est parce qu'on va émettre un jugement, mais que ce jugement, il n'est pas forcément partagé par tout le monde, qu'on y met beaucoup d'émotions parce qu'on n'a pas réussi à mettre des mots sur nos émotions. Et donc, c'est souvent ça qui va faire que la cocotte minute, elle explose à un moment donné. Euh, et enfin, il y a aussi le plan d'action sur la partie to do. Il existe plein de méthodes pour gérer des to do, le fait d'arriver à s'organiser, se structurer. On a souvent ça sur des managers qui ont peur d'oublier quelque chose, qui ont peur de ne pas avoir le temps de faire quelque chose. Et donc, ils sont tout le temps en panique. Ils ont peur de tout. Et en fait, souvent, ils ont juste besoin d'être un peu plus cadrés, un peu plus structurés. Et ce qui peut les aider, c'est d'avoir justement une manière de travailler, d'organiser leur temps de travail avec, la to do, ça peut être la tâche à faire, mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse 30 lignes, la tâche à faire, parce que sinon, on va être
paralysé par tout ce qu'on a à faire dans notre to-do. Mais ça peut être le fait, vous savez, la matrice Eisenhower, où on va déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent pour arriver à structurer. Souvent, j'invite à faire, c'est une le matin et une l'après-midi en disant, voilà ce que j'avais prévu de faire ce matin. Est-ce que j'arrive à tout faire? Si j'arrive pas à tout faire, qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux reporter? Est-ce qu'il y a des éléments que je peux faire rapidement? Qu'est-ce qu'il y a de le plus de valeur? Souvent, après, c'est aussi, je reviens sur le écouter son corps. Moi, le matin, je suis un diesel. Donc, le matin, à 9h, moi, il me faut mon petit café tranquille. Commencer par la réunion à 9h, c'est pas possible. Donc, généralement, à 9h, je me prends au moins une demi-heure facile pour lire mes emails et répondre aux emails. Donc, en fait, le matin, je fais quelque chose à faible valeur ajoutée, mais qui me permet justement de faire des éléments rapidement. C'est-à-dire, je sais que faire mes emails le matin, je peux répondre à un email en moins de 3 minutes et donc je sais que je vais pouvoir gérer rapidement mes emails. Et puis après, je vais pouvoir, ça y est, mon cerveau s'est mis en route, donc je vais pouvoir bosser sur des projets. On a aussi la méthode Pomodoro qu'on peut coupler à ça, où on va se dire, tiens, toutes les 25 minutes, je fais une tâche différente. Et j'évite toutes les distractions, c'est-à-dire je vais couper les notifications, je ne réponds pas forcément à toutes les notifs que je reçois sur mon téléphone, sur mon email. Dès que j'ai un truc Teams qui clignote ou un Slack ou un Discord, non, je coupe mes notifs parce que je sais que ce projet est important. Et donc pendant 25 minutes, je me mets dans ma bulle et je travaille sur ce projet. Il y a aussi le côté planning partagé où, avec ses équipes, on sait que, par exemple, le manager, pendant ces 2 fois 25 minutes de Pomodoro, on ne peut pas le déranger parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il est vraiment sur de la concentration, de projet pur. Si tout le monde est d'accord et si tout le monde est au clair avec ce genre d'agenda et d'organisation, il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas d'inquiétude. Et du coup, on arrive à s'organiser les uns avec les autres en fonction de soi, de son rythme. Souvent, c'est comme après la pause déj, on est tous en mode digestion. Donc, commencer à bosser sur un projet ultra important après la pause déj, on n'est pas vraiment efficace. Donc, l'idée, c'est pareil, d'arriver à faire une tâche qu'on doit faire dans la journée, qui est peut-être à faible valeur ajoutée, mais qui peut être faite rapidement. Et donc, on peut commencer par ça avant de faire des choses importantes. Donc, c'est aussi savoir à quel moment dans notre journée on a un taux de concentration qui est important, qui est élevé, pour pouvoir organiser ses tâches et ses missions et de se dire, tiens, je sais qu'à ce moment-là, je peux être organisée, donc c'est là que je vais être le plus efficace. Donc, ça va aider la personne à aussi réduire ses peurs et ses inquiétudes. Elle peut aussi s'appuyer sur une personne de son équipe qui va aussi la rassurer, lui dire, non, regarde ton planning, il est bien structuré, il est bien organisé, donc en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur, tout est prêt, tout est OK. On peut aussi s'appuyer sur des compétences. On a peut-être dans son équipe une personne qui est tellement structurée et organisée qu'elle peut aussi de temps en temps nous aider dans notre manière de nous cadrer. C'est aussi valoriser les compétences de nos collaborateurs qui peuvent aussi servir pour un manager. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place. Les méthodes pour affronter les obstacles. Donc, la recherche de solutions alternatives. OK, on est face à un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre un autre chemin qu'on peut prendre? Souvent, quand on est face à un problème, on voit que la ligne droite qui est devant nous et le platane qui est pas loin. Et on se dit, comment je fais pour éviter ce platane? Non, mais en fait, on n'avait pas vu, mais il y a un petit chemin de terre juste sur le côté. On n'avait pas du tout pensé à le prendre. Et maintenant qu'on commence à ouvrir un peu, justement, qu'on change de prisme et de regard, qu'on prend peut-être un peu de hauteur sur le projet qu'on est en train de vivre, peut-être on demande aussi un avis extérieur à quelqu'un, et lui va nous montrer ce petit chemin de terre qu'on n'avait pas vu et qui va nous éviter de prendre le platane. Donc ça, c'est des petits éléments qui peuvent effectivement être utilisés, que ce soit seul ou à plusieurs. Généralement, c'est quand même mieux de le faire à plusieurs pour trouver des solutions alternatives. Analyser les risques et les avantages. Simplement, c'est factuel. On prend une feuille et on se dit, OK, face à telle difficulté, face à tel obstacle, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le pour, quel est le contre? Et je fais simplement les additions et j'essaye de prendre la meilleure décision qui soit en fonction de ce que j'ai marqué. Plutôt que de réfléchir dans sa tête et de remplir son cerveau de plein de choses, on les pose par écrit et ça permet beaucoup plus facilement de réfléchir. Comme je dis souvent, c'est la main va moins vite que le cerveau. Et donc, en fait, quand vous allez écrire les choses, vous obligez votre cerveau à ralentir
et ça va vous permettre de plus facilement analyser la situation. Si vous faites que réfléchir à tous vos ennuis, ils sont là dans votre tête et ça bouillonne et ça tourne dans tous les sens. Si vous les posez par écrit, ça va vous permettre de prendre du recul et de prendre du temps en tout cas pour plus facilement les analyser. Et puis ça vous permet de les sortir aussi un petit peu de la tête. Prise en compte des autres perspectives. Alors c'est pareil, c'est les autres prises. Donc là, c'est soit on faisait la recherche de solutions alternatives tout seul. Là, quand on prend en compte les autres perspectives, c'est on va aussi demander l'avis des autres. Donc on demande aux autres de venir avec leurs lunettes et de se dire, OK, on est tous ensemble avec une vision différente. On va essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir être efficace parce que moi, je vois que ma ligne droite et je vois pas les chemins de terre qui est à côté. Donc aidez-moi à trouver les chemins de terre. Et la prise de décision progressive, c'est d'avancer petit pas par petit pas. Très souvent, quand on est face à un obstacle, on a l'impression qu'il faut faire un pas de géant pour s'en sortir, alors qu'en fait, des fois, c'est juste le petit pas, du petit pas, du petit pas qui va nous permettre de sortir de ce problème et de trouver la solution. C'est peut-être en avançant sur cette route, en faisant 10 mètres de plus, qu'on va pouvoir tourner sur ce chemin de terre. Tandis que nous, on voyait juste le bout de la route qui était à 1 kilomètre. Alors qu'en fait, tous les 10 mètres, il y avait peut-être d'autres embranchements. Et donc, c'est aussi cette capacité à se dire, OK, on va avancer un peu, on va reculer, on ne va pas forcément voir le long terme tout de suite, on va plutôt voir là tout de suite, à court terme. Et le premier petit pas que je peux faire, OK, ça j'en suis capable, j'y vais. Et puis je fais un second petit pas, OK. Toujours avec les idées d'avant, la gratitude, la visualisation positive, où je reconnais à chaque fois que j'avance, que tout va bien, que ça fonctionne. Et que s'il y a un petit pas qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est juste un petit pas, donc on a le temps de le retravailler. On a souvent ça, les gens, quand ils échouent sur un projet, ils vous parlent de l'échec de fou que j'ai vécu. Non, et quand je leur montre, oui, mais c'est comme un escalier, ce que tu as échoué, c'est juste la dernière marche. Mais toutes les autres marches que tu as fait avant, elles ont très bien fonctionné. Donc là, maintenant, la question à avoir, c'est qu'est-ce que je dois changer sur ma dernière marche pour y arriver la prochaine fois? Ou, allez, peut-être les 2 dernières marches pour y arriver la prochaine fois. Donc, c'est aussi cette capacité vraiment à fonctionner en petits pas. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire appel aux autres, tout simplement. Prendre conscience de l'importance de son équipe, forcément, c'est se concentrer. Alors, l'écoute active, ce qui va fonctionner, elle fonctionne souvent en 5 clés essentielles. C'est ça va être se concentrer sur ce que l'autre dit. L'idée, c'est de ne pas penser à autre chose ni faire autre chose. Quand on est vraiment en écoute active, on est là en train d'écouter. On n'est pas là en train de prendre des notes, en train de tourner son café. On est vraiment concentré. Et l'écoute active, forcément, qui va avec écoute, va avec le silence, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on écoute la personne qui est en train de nous raconter quelque chose, forcément, on doit commencer par se taire. Donc, on ne va pas lui couper la parole. On ne va pas lui dire « Ah, mais oui, j'ai déjà vécu ça. Ah, mais si j'étais toi ». Non, on ne donne pas des conseils. On est vraiment focus, j'ai envie de dire, sur son discours, sur ce que la personne vit, sur ce qu'elle raconte et peut-être sur les émotions qu'elle ressent. Et puis derrière, on va reformuler. OK, tu viens de m'expliquer ça. Donc, c'est peut-être qu'est-ce que vous avez entendu. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'interprétation. Que l'on soit d'accord ou pas avec ce que la personne vient de dire, l'objectif de la reformulation, c'est justement de montrer qu'on essaye de comprendre. Et donc, c'est vraiment de se dire, OK, tu viens de me dire ça, je vais le redire avec mes mots, tu me dis si j'ai bien compris ou pas. C'est vraiment ça le côté de l'écoute active. Parce que si une personne vous raconte quelque chose et que tout de suite vous êtes dans la solution, j'ai vécu la même chose il y a 3 mois, voilà comment j'ai fait pour y arriver. Non, c'est pas la même chose. Ensuite, on va demander à l'autre s'il a compris, justement, c'est lui vous a raconté la première chose, vous allez le reformuler, puis derrière, vous allez dire, OK, est-ce que j'ai compris comme il fallait? Est-ce qu'on parle tous bien de la même chose autour de cette table? Est-ce qu'on a tous compris la même chose? Et après, vient forcément la partie où on va questionner, on va aider l'autre à exprimer ses émotions, son ressenti, on va l'aider peut-être à clarifier un point, on va l'aider à développer sa pensée, on va l'aider à se questionner. Tout ça, ça va être des éléments qui vont être importants. Plus la personne vous l'aider à se questionner, plus en fait elle va être en capacité à trouver, si ça se trouve, la réponse toute seule. Donc toujours, on n'est pas dans le jugement, mais on est vraiment dans je l'aide à se questionner et à trouver potentiellement la réponse. La communication non violente, ça là forcément on l'adore. C'est l'important, ça va être le côté d'être le plus transparent possible. On le sait tous, on l'a tous appris. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. C'est exactement la même chose. Donc,
l'objectif, c'est, on peut essayer d'échanger pour essayer de partager avec ses équipes, mais on peut aussi essayer d'échanger avec d'autres managers. L'objectif, c'est d'apprendre, peut-être de changer de prisme, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre manière de communiquer avec les autres. La communication non violente, comme je vous disais la dernière fois, c'est le fait de dire les choses, juste raconter les faits. Imaginons Martine de la Conta, encore une fois. Martine de la Conta, ça fait 3 fois en réunion qu'elle vous coupe la parole parce qu'elle veut vous donner des chiffres ultra importants. Et donc, vous pouvez très bien lui dire, bah, Martine, lors de cette réunion, pendant 3 fois, tu m'as coupé la parole. Il n'y a pas de jugement. C'est pas Martine, tu m'embêtes, tais-toi. Non, ça, c'est un jugement. C'est Martine, tu m'as coupé la parole 3 fois. Et derrière, c'est OK, je me suis sentie un peu frustrée de ne pas avoir pu terminer ma présentation. Bah, du coup, est-ce que tu penses pouvoir me laisser terminer? Est-ce que tu serais d'accord pour que je termine ma présentation et qu'après, tu puisses me poser les questions? L'idée, c'est de trouver après, c'est-à-dire j'émets un fait, j'émets mon émotion et je la questionne pour savoir comment on va pouvoir travailler ou trouver une solution ensemble. Ça, c'est vraiment le côté CNV. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Accueillir les émotions des autres, important, être transparent et juste, échanger avec d'autres managers et gérer les comportements inappropriés. Bah, ça, forcément, c'est-à-dire quand vous subissez ou vous voyez un comportement qui n'est pas approprié, bah, c'est aussi tout de suite le couper court à ce comportement, d'expliquer ce que vous avez ressenti quand vous avez vécu ce comportement, l'expliquer individuellement forcément, et recentrer l'autre sur le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objectif, c'est qu'on travaille là-dessus et c'est de ne pas avoir ce type de comportement. Et c'est aussi de comprendre peut-être pourquoi cette personne a ce comportement. Souvent, on peut analyser que les personnes qui ont des comportements inappropriés sont souvent des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont besoin du coup de se mousser entre guillemets pour avoir cette impression d'exister, pour soi-disant se leur donner de la légitimité alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Donc voilà, c'est comprendre les émotions et les besoins des gens pour justement pouvoir agir comme il faut. Ce qui peut être intéressant avec ces personnes, c'est aussi pour accompagner vos managers, imaginons une personne qui a, je sais pas moi, qui a un comportement inapproprié, c'est aussi lui donner une personne qui n'arrive pas, je sais pas, à gérer un projet de A à Z, ou elle a mis des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit et que le projet n'a pas pu aboutir. Bah, se dire que la prochaine fois, on va lui donner des tâches plutôt que de lui montrer le projet dans la globalité. On va lui donner les tâches au compte-gouttes. C'est-à-dire une personne qui aurait tendance à être submergée très vite et à être anxieuse à l'idée d'avoir plein de choses à faire pour gérer un projet, et ben on va lui donner les éléments un par un en disant ben voilà, là tu devrais travailler là-dessus aujourd'hui, puis demain tu vas travailler là-dessus. Donc il y a beaucoup d'accompagnement à avoir, mais du coup c'est le rôle quand même du manager, se dire ben, ok, je sais que là j'ai un collaborateur qui est submergé d'émotions et qui est souvent un peu en panique, ben, je vais l'accompagner pour l'accompagner d'une certaine manière. Et une personne qui serait du style attendre un peu la dernière minute pour travailler, qui va un peu tirer au flanc, hein, et ben elle, on va écrire noir sur blanc ce qu'elle doit réaliser. On va lui mettre des deadlines en face. Et comme ça, on sait à chaque fois que de toute manière, elle attendra la deadline pour faire la chose. Donc, on peut gruger d'1 ou 2 jours de la deadline, hein, mais c'est de lui dire exactement tel jour à telle heure, je veux telle chose. Et donc, on va l'obliger à avancer avec aussi un planning pour bosser. Donc, l'importance du management, c'est aussi de connaître les motivations et les difficultés de toutes ces équipes et se dire, OK, en fonction de chacun, je vais pouvoir lui apporter telle et telle solution. Je vois qu'il est déjà 13h50. Je voulais vous faire des petits jeux d'exercices de mise en application, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je vais vous passer plutôt les quelques lectures. C'est des petits bouquins qui sont très très bien. Vous avez notamment Dream Team de Ludovic Giraudon que j'aime beaucoup, qui explique plein de conseils autour du management et qui a notamment une newsletter aussi qui est très bien autour du management. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous connecter avec lui, à suivre sa newsletter et pourquoi pas acheter son bouquin. Vous avez quoi? Vous avez aussi Dream Teams, donc c'est un bouquin en anglais. Vous avez Manager, Oser le courage. Il est bien.
C'est pas non plus foufou, mais il est quand même pas mal. Et vous en avez un autre, mais celui-là, je ne le connais pas, c'est Oser le courage managérial. Mais je le connais pas celui-là. Mais comme le titre correspondait à, à notre webinaire, je l'ai mis, mais si quelqu'un l'a lu, qu'il n'hésite pas à intervenir. Voilà un petit peu les éléments. Et pour vous aider, si ça vous dit, vous avez aussi dans ma newsletter que je publie sur LinkedIn, j'avais fait il y a 2 mois de ça peut-être, les 40 leviers de motivation à connaître pour manager ses équipes. Donc, vous avez du coup les 40 éléments qui vous permettent peut-être de mieux connaître l'ensemble de vos équipes. Je vous remets les bouquins au cas où également, si vous aviez envie d'intervenir. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou sinon je laisse la parole à Sandra qui attend depuis tout à l'heure pour nous partager aussi plein de choses. Bonjour à tous, merci Abélie de m'octroyer ces quelques minutes pour nous présenter. Puisque à l'ESCA, il y a un département Executive Education alors depuis pas mal d'années, mais qui se renforce un petit peu et qui s'est renforcé. On est au complet depuis fin août. Donc, du coup, c'était pour moi l'occasion de vous présenter brièvement ce que l'on fait. Du coup, j'ai un support qui est un petit peu long, donc le but n'est pas du tout de vous le présenter, il vous sera envoyé après, mais c'était surtout de nous identifier, d'avoir une vision un peu que je vous laisserai découvrir. Mais ce qui était important, c'est de dire qu'on fait des inter-entreprises, des intra-entreprises, où on est vraiment sur le sur-mesure, on fait de la certification. Et en formation, on fait et du blended, et du 100% distanciel, et on fait du 100% présentiel, où on est quand même bien post-Covid, et on sent le retour du présentiel dans les entreprises qui commence à s'ancrer, et où le distanciel commence à être assez mal supporté et vécu par les équipes. D'ailleurs, maintenant, dans de nombreux projets, on nous demande du présentiel. Donc, je vous ai mis quelques exemples de thématiques que l'on traite en Executive Education. C'est vraiment un panel de ce qu'on fait parce qu'on fait plein de choses. Et encore une fois, quand on est dans l'ultra sur mesure, on répond à toutes les problématiques qu'a posées Amélie, la gestion des émotions, etc. Du coup, on va intervenir on vous forme à l'intelligence émotionnelle pour aller chercher votre performance, mais aussi pour aller chercher la performance de vos équipes, parce qu'il y a plein d'outils. On fait des tests QE Pro qu'on vous décrypte. Et ensuite, je vous ai mis tout ce que l'on fait là pour l'année 2023-2024 en certificat, puisqu'on a des certificats ESCA. Donc, je vous en ai mis un certain nombre. On travaille aussi là sur un nouveau programme sur la marque employeur, qui est un vaste sujet dans les entreprises et qui est un réel sujet. On essaye de maintenant faire nos formations plutôt sous le format formation-action. Vous repartez avec un plan d'action une fois que vous avez fait la formation. Et après, sur tout ce qui est management, on va être sur le leadership, on va être sur l'intelligence émotionnelle, on va être aussi sur le manager financier, sur le manager coach, sur le manager RH, parce que vous avez souvent une fonction liée un peu à la RH, même si vous êtes souvent accompagné par vos RH, mais vous avez néanmoins donc, je vous ai mis pas mal de choses que l'on fait. L'ESCA aussi, et je ne vais pas vous l'apprendre puisque vous avez été étudiant à l'ESCA, mais en Executive Education, on a un regard où on va d'abord vous faire vivre une expérience, après on la débrief et après on vous fait toucher du doigt l'utilité des outils qu'on vous communique. Donc, c'est un petit peu
parfois différences qu'on peut trouver dans d'autres OF. Donc, je vous ai présenté un petit peu toute la méthodologie qu'on applique, nos références. Alors, on les a pas toutes mises. Et puis, je vous ai mis aussi comment maintenant on était organisé, puisque depuis quelques mois maintenant, Édouard Brisson a pris la direction de la formation continue. Et puis, on est une équipe autour de lui. Alors, je ne vous ai pas marqué toute l'équipe, mais je vous ai précisé vos points de contact quand vous avez un projet ou que vous avez des renseignements à avoir. Donc, on est 3. Donc, il y a Cataline Boubet qui s'occupe de toute la région Île-de-France et le nord-est de la France, qui est basée à Paris. On a Dominique Brunet qui est en région nord-ouest et qui s'occupe aussi pour l'instant du sud-ouest et qui est basée à Angers. Et donc moi-même qui suis basée à Lyon et je m'occupe de toute la région. Alors, je m'occupe un peu de l'Est et de tout le sud-est de la France jusqu'en Corse. Et je suis basée à Lyon, mais je suis aussi également basée à Aix-en-Provence. Je vous ai indiqué toutes nos coordonnées. Si vous avez des besoins ou ne serait-ce que des renseignements, on est à votre disposition pour y répondre et vous accompagner dans vos projets. J'espère ne pas vous avoir pris trop de temps. Donc, voilà. Et je redonne la parole à Amélie. Merci Sandra. Donc ça, du coup, c'est un document qui va leur être envoyé, c'est ça? Ok, top. C'est pour ça que je l'ai passé très rapidement pour ne pas prendre trop de temps et plutôt leur donner envie de se rapprocher de nous. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez un avis ou une problématique? Pourquoi pas? On peut essayer de la résoudre ensemble. Ou est-ce que tout était très clair pour vous? J'en profite. Moi, c'était très clair. Merci beaucoup. Pour moi, le courage managérial, c'était plutôt et avant tout avec les équipes. Et du coup, je m'aperçois que ça s'étend un petit peu plus largement. Donc, ça me permet de mettre des mots sur ce qui est déjà fait. Moi, j'accompagne des managers. Je suis manager de managers. Et je suis assez transparente et je sais dire quand il faut. Et encore une fois, la semaine dernière, ça fait 3 semaines que je suis prise par un gros sujet, donc j'étais un petit peu pas trop disponible pour eux. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que c'était Inès qui disait que c'était pas facile de s'excuser. Alors moi, je le fais quand ça me semble nécessaire, parce qu'à un moment donné, c'est aussi reconnaître que j'ai pas eu le temps pour eux. Et donc, du coup, c'est important. Moi, j'ai une manager qui est vraiment dans une grande difficulté, qui a une iniquité auprès de ses collaborateurs. Et en fait, comme elle n'arrive pas justement à être dans la gestion de ce conflit, du coup, elle n'arrive pas à prendre le courage de dire ce qui ne va pas pour elle auprès de ce collaborateur qui prend beaucoup trop d'aise et du coup qui crée des inégalités, des inéquités dans l'équipe. Et j'ai du mal à l'accompagner par rapport à ça. Donc, j'ai pris des outils. Voilà, je me dis, il faut que peut-être que je développe sur la gestion de conflits, qu'elle puisse faire une formation de gestion de conflits, mais Ouais. Je suis sûre que Sandra a ça dans son catalogue. Mais oui, effectivement. Le conflit, ça passe, il y a peut-être un sujet d'émotion. Et puis, après, il y a des parties qu'on peut faire, c'est du coaching, en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider un manager en difficulté. Il y en a plein, en fait, des managers en difficulté. Faut pas croire, quand on s'intéresse au sujet, qu'on lit plein d'articles dessus, en fait, il y a plein de managers qui sont en difficulté parce qu'on les accompagne parfois une fois, puis après, pendant 5 ans, ils n'ont plus rien. Et pour moi, aussi, de développer ce courage managérial et d'être un bon manager, c'est aussi d'avoir un accompagnement qui est constant. C'est pas parce qu'on va faire une formation une fois pendant 2 jours que ça y est, on est le meilleur. Et ça s'accompagne, il y a des techniques qui évoluent. On évolue en tant que personne parce qu'on vieillit, parce qu'on prend de l'âge, parce que notre poste, il n'est pas toujours carré et qu'il est en mouvement, et heureusement, parce que ça veut dire que dans l'entreprise, il y a du mouvement. Et tout ça, ça s'accompagne et régulièrement. On voit trop de managers, au bout d'un moment, jeter l'éponge parce que
ils butent avec une problématique où ils n'arrivent plus à gérer une équipe parce que les équipes changent. On voit des nouvelles générations aussi arriver et qu'il faut les intégrer à une équipe. Et puis, il y a des changements. Et tout ça, c'est un accompagnement régulier. Et souvent, nous, on propose, et là, je sais que j'ai un client qu'on commence à accompagner. En fait, on est parti sur un projet sur plusieurs années. Il ne s'agit pas de faire 20 jours par an, c'est pas ça, mais d'avoir une perspective de je suis accompagnée sans cesse. Non, c'est vrai que c'est essentiel. Et comme le disait Sandra, effectivement, souvent, ça commence par la gestion des émotions, de savoir de voir ce manager pourquoi, quelle émotion elle ressent, face à cette personne et face à certaines situations qu'elle rencontre avec cette personne. C'est aussi, donc c'est arriver à savoir d'où viennent les signes, quelles sont les causes aussi de ça. Et puis, à un moment donné, c'est, est-ce qu'elle est encore en capacité d'avoir une communication, on va dire ouverte, avec cette personne? Est-ce qu'elle peut arriver à exprimer son point de vue? Est-ce qu'elle peut, arriver à parler sans être interrompue ou, jugée peut-être par la personne? Est-ce qu'on arrive à faire de l'écoute active, ensemble? Effectivement, comme le disait Sandra, c'est à un moment donné le côté médiation avec un coach, ça peut être utile aussi d'avoir un peu cette zone de neutralité où la personne va pouvoir parler, va pouvoir se confier et donc potentiellement trouver des solutions. Et puis après, il y a tout le côté, est-ce qu'on est en capacité d'échanger avec cette personne pour trouver ensemble une solution ou est-ce que le problème est encore plus profond et peut toucher plus de personnes. Moi, souvent, je recommande souvent la première formation, c'est une formation sur la CNV, hein, sur la communication non violente. Ça permet vraiment de mettre des mots sur énormément de choses. Et on ne se rend pas compte hein, du jugement qu'on émet des fois sans le vouloir quand on dit quelque chose. J'ai envie de dire, le premier exercice, c'est amusez-vous à Noël, hein, quand vous serez en famille. Surtout les phrases qui vont fuser à gauche, à droite. Et vous allez vous rendre compte que c'est une mini-entreprise. Hein, la famille, c'est la même chose. Et que l'écoute active n'y est pas forcément, la bienveillance n'y est pas toujours, la communication non violente non plus. Donc, c'est votre premier terrain de jeu pour vous entraîner avant de retourner au bureau en janvier. Et au-delà de la bienveillance envers ses équipes, c'est aussi comment intégrer la bienveillance en retour. En fait, on ne peut pas rester que dans une bienveillance envers ses équipes. Il faut aussi que les équipes des managers soient bienveillantes avec le manager. Ouais. En fait, on était à fond dans la bienveillance là depuis 2020. Maintenant, je dis pas qu'on fait un retour en arrière parce que c'est pas ça, mais c'est une bienveillance réciproque en fait. Il faut rester dans la réciprocité et on est toujours quand même, on a toujours en vue la performance de soi-même et de l'équipe. C'est pour ça que je parle souvent de bon sens. Moi, j'aime bien le terme bon sens. Eh bien, top. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre présence et rendez-vous au prochain webinaire. Le mien ou celui de quelqu'un d'autre au sein de l'ESCA. Vous en avez tout le temps. Et comme le disait Alix en début, n'hésitez surtout pas à aller sur la page YouTube pour aller revoir en replay tous les autres webinaires. Voilà, Alix est de retour. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.